Bonsoir Julie. Salut Jean-François. Julie, dans un premier temps, je veux te remercier. Je veux te remercier d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Tu es en remplacement de M. Serge Charbonneau. C'était censé être Serge Charbonneau qui était pour être avec nous ce soir. J'ai parlé avec M. Charbonneau mercredi. Et quand je lui ai parlé mercredi, il était tout excité, tout content. M'avait dit oui, on va préenregistrer l'émission, je vais être là, tu pourras la diffuser en ondes le jeudi soir. On va faire ça dans un moment où je me sens en forme. Parce que Serge luttait contre un cancer de l'estomac stade 4. Et puis, sa conjointe Diane m'a téléphoné lundi matin, me disant, alors qu'il avait l'air vraiment en feu mercredi, quand on s'est parlé mercredi soir, me disant que dans la nuit de vendredi à samedi, il est décédé. Donc, il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Et je t'ai tout de suite appelé lundi pour te demander, est-ce que tu peux prendre la relève puis venir nous parler de ce sujet-là par rapport à Serge. Puis juste avant de rentrer dans le sujet dont on va parler sur les médias, et pourquoi on veut parler de ce sujet-là, c'est que Serge a écrit un livre, je vais le présenter dans quelques minutes, mais qu'est-ce que toi tu retiens de cet homme-là, Serge Charbonneau? Bien, c'est un gars qui était très actif dans le mouvement. C'est un gars qui écrivait beaucoup, Ouais. qui critiquait beaucoup les médias, qui était très régulièrement sur la page de Radio-Canada à donner son opinion. Ouais. C'est un gars qui était dans tout plein d'événements. Il a suivi religieusement les audiences de Patrick Provost. Donc, c'est un gars qui était vraiment... Engagé. Qui était très engagé. Et puis, bien, c'est une grosse perte là, Ouais. pour le mouvement, malheureusement. Tout à fait. Nous, on a eu l'occasion de le recevoir ici à plusieurs reprises. Je pense qu'il a fait des parutions totales, 5 parutions chez D'ailleurs, Théo une fois, Vox. j'étais avec lui. Oui, c'est sur le panel, justement, Ouais. où on parlait et on critiquait les médias mainstream, les médias de masse. Et il aura certainement laissé son nom dans le cœur de plusieurs hommes et femmes à travers le Québec. Tu as absolument raison. Serge a écrit un livre qui s'appelle Les médias, une arme de manipulation massive. C'est Serge Charbonneau qui l'a écrit. Puis il a écrit dans la télévision qu'on voit les médias inventent le réel. Et je veux juste apporter à ton attention, je lisais quelques papiers que Serge a écrits. Mm-hmm. Il disait que son livre a été refusé par 20 éditeurs grand public. C'est pas étonnant. Les médias, une arme de manipulation massive. Il disait qu'il y a 3 semaines, lors de sa sortie sur Amazon, Facebook m'a interdit d'en faire la promotion sur les groupes Facebook. Le titre dérange les algorithmes de Zuckerberg. Les médias, une arme de manipulation massive, ça a été publié sur Amazon pour accéder aux gens hors de ma chambre d'écho. Puis là, il dit avec une publication à compte d'auteur, il est impossible d'être en librairie ce livre-là. On peut se le procurer seulement via Amazon. Puis pour que le livre puisse être vu par ces gens qui ne s'informent que par les médias de masse, seul Amazon me permettait de rendre visible mon écrit pour ses fidèles de mass média. Voilà pourquoi j'utilise cette plateforme mondiale. Fait qu'il utilise la plateforme mondiale de Amazon parce que c'est le seul endroit où il peut commercialiser, vendre son livre. Un livre qui est très, très bon. Et je veux juste te donner, j'ai fait un petit résumé de son livre. Ça dit que Serge Charbonneau explore dans cet essai politico-médiatique l'influence et la manipulation exercée par les médias sur l'opinion publique. Il analyse comment les grands groupes médiatiques, souvent détenus par des intérêts économiques et politiques puissants, façonnent les perceptions et dictent les narratifs dominants. L'auteur décrit les médias comme une arme de contrôle massive où la désinformation, la propagande et le matraquage idéologique sont des outils clés pour orienter les jugements et limiter la réflexion critique. À travers une approche détaillée, Charbonneau explore les méthodes utilisées pour conditionner la population, le vocabulaire biaisé, le choix des nouvelles, la censure subtile et la mise au pas des journalistes. Il dénonce notamment l'étiquetage des individus, par exemple l'accusation de complotistes, pour discréditer toute pensée dissidente. Puis après ça, ça termine en disant « Les médias, une arme de manipulation massive, se veut un appel à la vigilance et à la remise en question des discours dominants afin que le citoyen puisse redevenir acteur de sa propre opinion et non simple spectateur d'une réalité imposée. » Et moi, ce que j'apprécie de Serge, c'est qu'il a une plume pour avoir lu ses essais puis ses écrits à plusieurs reprises. Il a une plume extraordinaire, mais c'était aussi un conférencier hors pair. Moi, j'ai connu Serge en écoutant sur les médias sociaux une des conférences qu'il avait données. Et c'était de toute beauté le voir. Il est un excellent communicateur oral et par écrit aussi. Et ce soir, j'ai un livre qui est Les médias, une arme de manipulation massive.
Et si vous nous écrivez à info au singulier @theovox.tv, le 5e écrit qui va rentrer à cette adresse-là, info@theovox.tv, on va vous envoyer ce livre-là qui est une belle brique, mais qui se lit, c'est du bonbon à lire. On va vous l'envoyer gratuitement. C'est important. Puis quand je dis le 5e, il faut que ce soit le 5e avec vos coordonnées postales. Ça me prend votre nom, votre adresse, votre code postal pour qu'on puisse vous envoyer par la poste gratuitement ce livre-là. Donc, on va prendre le 5e qui va écrire à info au singulier @theovox.tv. Julie, aujourd'hui, il y a beaucoup accusent aujourd'hui les médias mainstream de plus informer, mais de conditionner l'opinion publique. Quelles sont, selon toi, les principales techniques utilisées pour manipuler la population? Ben écoute, très bon. Il y en a tellement. Ben oui, c'est clair qu'il Il y en a tellement. Mais j'aimerais dire au départ que souvent, c'est ça. Il y a souvent cette idée que les journalistes mentent et qu'ils le font délibérément. Moi, c'est pas ce que j'ai constaté en parlant avec plein de journalistes. Et ça, il y a plein de gens qui sont en désaccord avec moi, Sylvain Laforêt. Et je pense que même Serge, la dernière fois, m'avait dit non, ils savent très bien ce qu'ils font. Moi, pour avoir parlé à plusieurs journalistes, je pense qu'il y en a, la grande majorité, je dirais, sont de bonne foi, mais qui sont eux-mêmes manipulés. Ils sont eux-mêmes victimes. À leur insu. Oui, ils sont eux-mêmes victimes d'un certain endoctrinement. Mais là, tu me poses la question, les techniques les plus courantes. Écoute, j'ai repensé à ça en m'en venant ici. Je me disais, ah ouais, Michel Colomb. Je ne sais pas si tu connais Michel Colomb, journaliste belge, il est excellent. Okay. Il a écrit beaucoup sur la propagande de guerre. Et puis, il a nommé 5 grands principes de propagande de guerre qu'il appelle les médias mensonges. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça résume très bien les techniques. En fait, bon, il y en a d'autres, là, parce que si on lit des livres comme Influence et manipulation, on voit qu'il y a toutes sortes de techniques de manipulation. Mais Michel Colomb, je trouve qu'il résume bien, à tout le moins, la propagande de guerre, et ça peut se transposer à d'autres phénomènes, comme notamment par exemple la COVID, etc. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il dit d'abord, une des premières choses que les médias font, c'est qu'ils dissimulent les intérêts, principalement les intérêts économiques et géostratégiques en termes de guerre. On nous dit toujours qu'on veut aller sauver des pauvres populations qui sont victimes d'un dictateur quelconque. Hein. On dissimule l'histoire. Hein? Comme par exemple la guerre en Ukraine. On ne part jamais du départ. Hein? Il y a certaines choses qui sont escamotées. Donc, c'est très important de dissimuler l'histoire pour que les gens ne comprennent pas. Mais en même temps, les journalistes, eux, très souvent, ne sont même pas au courant de l'histoire. J'ai parlé, par exemple, dans un congrès de journalistes à une journaliste qui revenait de l'Ukraine. Et puis, j'ai demandé, j'ai dit, mais donc, tu reviens de l'Ukraine, est-ce que tu es allé en Russie? Non, je suis pas allée du côté russe. OK. Et là, j'ai commencé à lui parler des accords de Minsk. Je dis, bien, il y a plein de gens qui disent que les accords de Minsk ne sont pas respectés, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'était ça, sa réponse. Elle ne savait pas de quoi je parlais. OK. Donc ça, c'est une journaliste qui nous informe sur la guerre en Ukraine, mais qui n'est même pas au courant de l'histoire. Donc ça, c'est pas qu'ils le font délibérément, très souvent, c'est que eux-mêmes sont pas au courant. Mais il n'y a pas là une genre de paresse qui s'installe dans le métier dans la profession journalistique, du journaliste à ce moment-là? Si tu couvres un sujet, il me semble que c'est par surcroît. Si tu le couvres, tu fais tes recherches, tu ne prends pas le papier qu'on t'a pondu, puis tu ne fais pas juste répéter comme un perroquet un papier qu'on t'a donné au préalable. Oui, bien, je pense qu'il y a la machine médiatique aussi qui est très exigeante auprès. Les journalistes sont un peu victimes de ça parce qu'on leur demande de pondre des papiers. Souvent à une vitesse qui est un petit peu trop grande. Ouais. Donc, c'est sûr que s'il faut que tu pondes un papier par jour, ben tu n'as pas le temps nécessairement de faire énormément de recherches. Donc, il y a ça qui est un désavantage aussi, qui n'est pas nécessairement la faute des journalistes. Donc, on parlait de dissimuler l'histoire. Ensuite, diaboliser l'adversaire. Bien, ça, c'est un classique. Hein? On a toujours le boucher de Damas. Il y avait le boucher de Damas, le boucher de Bagdad. Oui, il y a les méchants puis il y a les bons. Et ça, c'est vraiment, je dirais, vraiment à la base de la propagande. Ouais. Hein? Ce que certains, comme Toon Van Dyke, qui est une espèce de Chomsky néerlandais, ce qu'il appelle le carré idéologique. Le carré idéologique, c'est vraiment la vision manichéenne du monde. Hein? Tu as les bons, tu as les méchants. Nous, on est bons, eux sont les méchants. C'est toujours, nous, on a que des qualités.
et eux n'ont que des défauts. Ouais. On le voit très bien avec Poutine, Trump. Je veux dire, ces gens-là sont diabolisés. Durant la COVID, les gens qui contestaient les mesures sanitaires étaient diabolisés. Donc voilà, troisième média mensonge, diaboliser l'adversaire. Ensuite, se présenter comme défendant des victimes. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on veut toujours aller sauver des peuples. On va sauver les pauvres Ukrainiens, on va aller sauver les pauvres Libyens, les pauvres Syriens, toujours. Ensuite de ça, le dernier média mensonge, monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Ouais. Et ça, on voit ça régulièrement. Censuré, tout ça. Régulièrement. Effectivement. Écoute, Julie, dans un monde où la majorité des grands médias sont subventionnés par l'État, est-ce qu'on peut encore parler de dépendance journalistique? Puis, gars, j'ai même sorti des choses pour toi à ce sujet qui m'ont fait frémir quand j'ai lu ça. 3 octobre 2019. 3 octobre 2019, Québec va subventionner le salaire d'environ 1 200 journalistes jusqu'à la concurrence de 26 250 par année. C'est la pièce maîtresse du plan d'aide aux médias écrits annoncé hier par le gouvernement Legault. Le plan va coûter à peu près 50 millions par année d'ici 2024. Puis la principale mesure est un nouveau crédit d'impôt remboursable de 35 pour les employés des salles de rédaction, c'est un peu technique, et des technologies de l'information. Il s'appliquera à un salaire annuel et s'élevant jusqu'à 75 000 $. Ça, c'est en 2019. Et puis, ça continue à être appliqué encore de 2024-2025. Mais c'est pas tout, parce que ça, c'est au Québec. Mais une nouvelle ère d'aide financière d'Ottawa pour la presse écrite. Ça, c'est sorti le 21 novembre 2023. Ottawa a annoncé que le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique sera augmenté, passant de 25 à 35 pour les 4 prochaines années. Dans le milieu, on salue cette mesure qui apportera un peu d'air, mais seulement pour la presse écrite. A priori, le salaire admissible au crédit d'impôt passera de 55 000 à 85 000, ce qui équivaut à un maximum de 29 750 par employé. Le coût de cette mesure est estimé à environ 129 millions sur 5 ans, et ce, dès 2024-2025. Le Bloc québécois avait de son côté réclamé un fonds d'urgence de 50 millions pour venir en aide aux médias d'information. Donc, il y a un proverbe qui dit qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est quoi la conséquence de cette dépendance financière sur la qualité de l'information diffusée aujourd'hui? Bien, en fait, je pense qu'au départ, il n'y a pas... Bon, là, on parle d'indépendance financière. Je pense que dès que tu reçois du financement du gouvernement, il y a certaines opinions, disons, qui ne sont pas permises. Je veux dire, de toute évidence. Et il y a certains sujets, disons, quelqu'un qui reçoit énormément d'argent du gouvernement va être moins tenté d'aller critiquer certains... Et ça, je veux dire, on l'a vu par le passé, là. Je veux dire, c'est évident que si tu reçois de l'argent, par exemple, tous les médias ont des publicitaires. Oui. Et moi, je me suis fait raconter dans un cours de journalisme que c'est une dame qui travaillait à la presse. Et puis, elle racontait que durant une réunion je ne sais pas trop quoi, une réunion des journalistes, il y avait le groupe Desjardins, un représentant du mouvement Desjardins qui était là. Et elle se demandait, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'y avait pas rapport, là. Et bien, c'était un des... donateurs. Un groupe qui achetait de la publicité. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire que, et on l'a vu à maintes reprises, là, je veux dire, des gens des groupes qui achètent de la publicité dans les grands médias américains, par exemple, CNN, et on annonce qu'on va faire un topo qui est critique, par exemple, je nomme une compagnie comme ça, Pfizer, par exemple, qui achète de la publicité. Qui achète de la publicité. Et puis, là, on compte faire un topo qui parle des vaccins de Pfizer. Là, Pfizer passe un petit coup de fil, mais non, vous n'allez pas passer ça, là, parce que sinon, nous, on retire l'argent de nos publicités. Et on sait que l'industrie pharmaceutique finance énormément. Donc, peu importe qui donne de l'argent, c'est sûr qu'il va y avoir une réticence. Pas nécessairement, ce sera pas nécessairement dit, mais implicitement, il va y avoir certainement une certaine forme d'autocensure. Donc, par surcroît, l'information est devenue une arme de propagande d'État. Bien, en fait, moi, je pense que les médias ont toujours été je pense que ça a toujours été, dans le fond, des représentants du pouvoir. Hein?
encore là, c'est pas que les journalistes le font volontairement et qu'ils le savent, mais pour moi, les médias sont des outils. Et si je peux juste te lire, je te parlais de Thun Van Dyke tout à l'heure, je te disais, il est considéré comme le père de l'analyse critique de discours. Et je vais juste te lire un petit résumé qui, selon moi, explique très bien là, ce que sont les médias. Il dit « Le discours médiatique fournit les conditions majeures de reproduction et de construction des connaissances dans les sociétés les plus industrialisées. Ces connaissances ne sont pas objectives, sont biaisées, elles sont liées aux intérêts des groupes de pouvoir qui les possèdent très souvent ou qui les financent. Ces groupes possèdent les ressources pour formuler à l'avance une définition dominante de la situation sociale. Malgré une certaine dissidence, une certaine opposition et certaines actions autonomes, la plupart des grands médias opèrent plutôt comme agents ou représentants symboliques et idéologiques de la structure de pouvoir. Et le rôle des médias, c'est de créer des modèles mentaux, entre autres, pour que les gens sachent comment penser et quoi penser de quel sujet. Il dit que les modèles mentaux, ça sert à restreindre la liberté d'interprétation, à faire comprendre le discours d'une manière qui sert les meilleurs intérêts des groupes dominants. Et pour moi, le rôle des médias, ça a toujours été ça. Mais c'est pire aujourd'hui, selon moi, parce qu'il y a vraiment eu une concentration des médias. Il y a plusieurs... peut-être au début des années 2000, on parlait beaucoup des dangers de la concentration des médias. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Non, mais les lobbies sont omniprésents aussi. Fait que l'indépendance journalistique n'existe plus aujourd'hui. Non. Pour moi, la seule façon d'avoir un journalisme indépendant, c'est que ce soit vraiment les citoyens qui financent. Oui. Parce que dès que tu as des grands groupes qui financent, bien, je veux dire, il y a une certaine influence, là, à moins qu'il y ait no strings attached, comme on dit en anglais. Mais c'est très rare qu'on va financer quelque chose seulement par charité. Oui. Je veux féliciter ce soir gagnant du livre Les médias, une arme de manipulation massive de Serge Charbonneau, Danny Bureau de l'Ancienne Lorette qui a gagné. On va vous envoyer par le courrier. Si vous avez laissé toute votre information, on va vous envoyer par le courrier le livre en début de semaine prochaine. Demain, c'est vendredi. Fait qu'en début de semaine prochaine, ça va être dans la poste. Puis vous allez recevoir ça au courant de la semaine prochaine. Julie, le concept de fake news, c'est souvent utilisé pour discréditer les voix dissidentes. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un outil de contrôle pour imposer un narratif unique? Bien oui, absolument, absolument. Pour moi, ça, c'est le signe d'un régime totalitaire. On parle beaucoup de lutte à la désinformation. D'ailleurs, je fais une conférence là-dessus, sur la lutte à la désinformation. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache, pour moi, un régime totalitaire parce que quand on décide, quand les médias nous disent, bien voici la vérité, et cette opinion-là, ce sont des faussetés. Oui. Ce qu'on dit aux gens, dans le fond, c'est qu'il y a une vérité et il n'y a plus de place au débat, il n'y a plus de place aux opinions. Donc, fake news, c'est vraiment un terme qui est employé pour réduire la dissidence au silence. Ouais. Toi, tu es une journaliste indépendante, puis en tant que journaliste indépendante, comment tu perçois l'hostilité des médias traditionnels envers ceux qui refusent de se confirmer ou de se conformer, à leur ligne éditoriale? As-tu, toi, personnellement, déjà subi des pressions, des tentatives de discréditation? Si oui, ce serait lesquelles? Ah oui, absolument. C'est sûr que, moi, j'ai commencé en 2008. Je travaillais avec Michel Chossudovski pour mondialisation.ca. Et puis, à cette époque-là, moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste en critiquant les médias. C'est ce que je voulais faire dès le départ, puis j'ai eu cette occasion-là. Et puis, quand j'ai quitté en 2016, je reçois un message d'un journaliste de Radio-Canada qui voulait parler à quelqu'un il m'avait écrit en me disant « j'aimerais parler à quelqu'un qui croit que le gouvernement américain est derrière les attentats du 11 septembre. » J'ai dit « Je ne sais pas pourquoi tu m'écris, parce que moi, je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais dit ça nulle part. » Et donc, finalement, il me dit « Ah, mais je veux parler du mouvement des Truthers. » Et je me disais « Bon, c'est probablement une pièce de salissage qui va sortir de là. » Mais je me suis dit « Je vais tenter ma chance quand même, parce que je pense que je vais être gagnante d'un côté ou d'un autre. » Et puis, évidemment, il a écrit un article en disant que le titre, c'était « Qui croit encore aux théories du complot sur le 11 septembre? » Mais moi, tous les articles que j'avais écrits sur le 11 septembre, je disais des choses qui étaient factuelles. Je n'ai jamais dit qui était derrière les... On ne le sait pas. Il n'y a pas eu d'enquête digne de ce nom. Donc, c'était vraiment un hit piece sur moi. Et puis, aujourd'hui, on me ressort toujours ça. Ah, Julie Lévesque, oui, c'est elle qui croit au complot sur le 11 septembre. On ressort toujours cet article-là de Radio-Canada. Et c'est tenu au monde. Bien... tu le fais connaître.
Oui, peut-être un peu, peut-être pas de la bonne façon, là, mais il y a Québécois aussi qui s'est attaqué à moi durant la COVID en disant que c'est ça, que j'étais sur des plateformes qui font de la désinformation et puis que j'étais une complotiste. Justement, il a ressorti cet article-là de Radio-Canada en disant que oui, il disait, c'était très drôle parce qu'il disait que je croyais que les gouvernements nous cachaient des choses. Ouais. Comme si je veux dire, tu demandes à n'importe quel citoyen, est-ce que le gouvernement nous cache des choses? Je veux dire, oui, on a plein d'exemples de ça dans le passé, mais le plus drôle, c'est que 3 semaines plus tard, la une du Journal de Montréal, c'était « Le gouvernement vous cache des choses ». Tu peux pas, Et Julie, l'histoire nous montre, puis c'est prouvé quand on regarde justement les faits, l'histoire nous montre que les régimes totalitaires ont toujours utilisé les médias pour contrôler la population. Tu en as fait mention il y a quelques minutes à peine. Sommes-nous aujourd'hui dans une situation similaire? Sommes-nous entrés dans une ère de pensée unique? Ah, absolument. Mais je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai amené des petits livres. Ça, vraiment, c'est un livre à lire, hein? Propaganda d'Edward Bernays. Parce que c'est pas un complotiste. Hein? On s'entend que c'est le père de la propagande, Edward Bernays. Et le premier chapitre de ce livre-là s'intitule « Organiser le chaos ». Et je vais juste lire le premier paragraphe. « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » Donc, les médias, quand on parle des médias, en fait, qui possède les médias? Hein? Qui dicte l'agenda? C'est souvent des personnes très influentes. Hein? Les médias, qui ils vont voir quand ils ont besoin d'informations? Quelles sont les sources d'informations des médias? Ils vont aller voir les représentants des gouvernements, les représentants des grandes fondations. Et c'est toujours l'élite, finalement, qui a le contrôle du message. Les multinationales. Dans les médias, oui. Et Chomsky, lui, dit que, finalement, je veux dire, les médias, la propagande est à l'État démocratique, ce que la matraque est à l'État totalitaire. Et donc, pour moi, et Chomsky, je veux dire, il a écrit ses livres dans les années 80. Donc, les médias sont un outil de l'élite pour contrôler, justement, enrégimenter, je ne sais pas si j'invente un mot, là, mais pour gérer, contrôler les populations. Parce que quand tu contrôles les esprits, après, tu peux contrôler le comportement. Et, dans le fond, les peuples sont asservis par le contrôle, la manipulation mentale. Donc, la démocratie n'existerait plus? Moi, je n'ai jamais cru en la démocratie. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est une illusion. Les médias traditionnels accusent régulièrement les plateformes indépendantes et les réseaux sociaux de propager de la désinformation. Selon toi, pourquoi n'est-ce pas plutôt une tentative de reprendre... selon toi, pourquoi on accuse les médias traditionnels de propager de la désinformation? Est-ce que tu ne vois pas là-dedans... Les médias indépendants, vous dites. Oui, c'est ça, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Je vais reprendre ma question. On s'accuse l'un l'autre de propager de la désinformation. Mais je vais la reprendre pour que les gens puissent bien me comprendre. J'ai mis de l'ordre dans ma tête. Les médias traditionnels accusent régulièrement les plateformes indépendantes et les réseaux sociaux de propager de la désinformation. Selon toi, pourquoi? Puis n'est-ce pas plutôt une tentative de reprendre leur monopole sur l'information et d'étouffer comme ça les voix dissidentes? Absolument, absolument. Je veux dire, toute cette lutte-là contre la désinformation, en fait, pourquoi on accuse les médias indépendants de désinformation? En fait, c'est très facile pour eux de dire « Ah, c'est de la désinformation ». Très souvent, ils ne disent même pas de quoi ils parlent, là. Comme Francis Pilon dans le Journal de Montréal, où il disait, bon, elle est sur des plateformes qui font de la désinformation. Oui, mais de quelle désinformation tu parles? Souvent, il suffit juste de dire, ah, c'est de la désinformation. Et le fait qu'avec l'Internet, on ait démocratisé l'information, les grands médias, les médias traditionnels, ont perdu leur chasse gardée. Et là, plus les gens... plus les médias indépendants prennent de l'ampleur, plus les citoyens ont de l'information qui ont une pluralité de voix. Une diversification. Exactement. Moins les grands médias sont populaires. Pourquoi? Parce que les gens voient bien qu'il y a énormément de propagande et de demi-vérité dans les grands médias. Absolument. Il y a beaucoup de journalistes indépendants comme toi
comme nous aussi à Théovox, qui diffusent désormais leur travail sur les réseaux sociaux plutôt que les médias traditionnels. Qu'est-ce que ça change dans la relation entre le journaliste et son public? Est-ce qu'on parle de journalisme plus de proximité à ce moment-là? Bien, je te dirais oui, oui. Mais en même temps, les grands médias, eux aussi, utilisent les réseaux sociaux. Sauf que quand on regarde sur les réseaux sociaux, les interactions entre la population et les médias ou les journalistes, c'est la très grande majorité du temps, les messages, les commentaires sont très négatifs envers les grands médias. Hein. On a vu plein de journalistes et de médias quitter X récemment. Hein, pourquoi? Parce que tous les commentaires, presque 99% des commentaires sont négatifs et sont très critiques à leur endroit. Donc, je pense que si les grands médias ont besoin d'argent aujourd'hui, c'est parce que, justement, ils ont perdu énormément en popularité. Ouais. Ils ont beaucoup moins de lectorat, beaucoup moins d'auditeurs pour ce qui est de la radio, de la télé. Donc, c'est problématique. Et le fait de matraquer qu'il y a de la désinformation et qu'il faut se fier aux grands médias parce qu'elle est là, la vérité, bien, c'est parce qu'ils défendent leur territoire, finalement. Oui. Les jeunes générations sont particulièrement influencées par les médias et les plateformes numériques. De sorte que, c'est vrai ce que tu dis, qu'on retrouve les médias mainstream aussi sur les médias sociaux, mais j'ai l'impression souvent que leur percée dans les médias sociaux est loin d'équivaloir à la percée qu'ils ont dans les médias mainstream. Oui, si on la compare par rapport à d'autres influenceurs qui sont nés dans les médias sociaux. Comment l'endoctrinement médiatique façonne-t-il la perception du monde des nouvelles générations? Alors qu'eux sont plus connectés à travers les médias. Oui, bien, je pense que ça ne marche pas du tout. Bien, je dis ça ne marche pas du tout. Je pense qu'ils ont beaucoup moins d'emprise sur les jeunes générations. Que sur les plus âgés. Oui. Puis selon toi, c'est quoi les effets destructeurs de cette manipulation médiatique sur la cohésion sociale et la liberté de penser? Bien, sur la liberté de penser, en fait, les gens qui... Et là, en fait, je pourrais dire même que souvent on reproche des choses aux grands médias, mais moi, je remarque qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche aux grands médias qui sont reproduites dans les médias indépendants. Oui? Comme quoi, par exemple? Bien, je te dirais, souvent, il y a une façon de penser, une vision du monde dans certains médias indépendants, chez certains influenceurs. Et quand on n'adhère pas à cette vision du monde-là, bien là, on se fait traiter de toutes sortes de noms. Donc, pour moi, ça, c'est exactement ce que les grands médias font avec les médias indépendants. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se reproduisent. Hein? L'espèce de vision manichéenne, hein? Les bons, les méchants. Est-ce que tu dirais que dans les médias alternatifs, le genre de journaliste qu'on pratique le plus dans ce genre des médias-là, c'est un journaliste d'opinion beaucoup plus que factuel? Ça dépend. Ça dépend vraiment des... mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opinions dans les médias indépendants. Beaucoup d'opinions. Mais en même temps, moi, je ne crois pas à... en fait, les faits... oui, il y a des faits. Mais on sélectionne toujours les faits. Hein? Et moi, je ne crois pas du tout en la neutralité. Donc, moi, c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une pluralité de voix, beaucoup de médias et des voix différentes, et que les gens ne soient pas, n'essaient pas, dans le fond, il y a beaucoup de journalistes mainstream qui, je te dirais la plupart, là, se croient neutres et se croient factuels. Oui, mais on choisit toujours des faits. Tu sais, je veux dire, quand tu choisis un sujet, tu vas choisir, bien, premièrement, déjà là, il y a un choix qui est fait, donc on ne peut pas dire qu'il y a une neutralité, là, c'est subjectif. Qui tu vas interviewer, c'est subjectif. Qui tu n'interviews pas. Donc, on va souvent citer certaines informations, d'autres qu'on va passer sous silence. Et ça, c'est un peu difficile de sortir de ça, parce que il faut faire des choix en journalisme. Les gens vont te percevoir ou vont te présenter souvent comme étant une lanceur ou lanceuse d'alerte. Est-ce que la journaliste indépendante ou le journalisme indépendant est forcément ou devient forcément un lanceur d'alerte, étant donné qu'il est à l'extérieur des mainstream? Bien, ça dépend. En fait, je pense que
Le terme lanceur d'alerte, c'est souvent quelqu'un qui va révéler des informations du milieu d'où il vient. Moi, je n'ai jamais été dans les grands médias. Je n'ai jamais travaillé dans les grands médias. Donc, est-ce que je peux vraiment être considérée comme une lanceuse d'alerte? Si on élargit le sens de lanceur d'alerte, peut-être. Mais moi, je me vois beaucoup plus comme une critique média. Là. Il y a de plus en plus de citoyens, on en a parlé un petit peu d'entrée de jeu, qui cherchent des alternatives aux médias traditionnels aujourd'hui. Quels sont les meilleurs moyens de s'informer sans tomber dans la propagande? Bien, ça, c'est très difficile. Bien, encore là, je pense que c'est de diversifier les points de vue. Hein. Moi, je lis encore des trucs. Les médias traditionnels, je les lis encore régulièrement. C'est sûr que je préfère les trucs indépendants, mais encore là, dans les trucs indépendants, je vais suivre des gens qui sont un peu plus à droite, d'autres qui sont un peu plus à gauche, d'autres qui sont peut-être un peu plus centristes. J'essaie de voir un peu, d'avoir une vision un peu globale, là. Diverses opinions, d'aller chercher les faits un peu partout. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se faire une bonne tête. Mais en même temps, quand tu veux t'informer sur divers sujets, c'est très difficile de faire ça. Oui. À ton avis, Julie, quel rôle le journalisme indépendant jouera-t-il dans les années à venir face à un système médiatique qui tente à devenir de plus en plus corrompu? Oui, corrompu. Et je pense que c'est la fin vraiment des médias traditionnels, hein? Parce qu'on voit, on voit qu'ils essaient de reproduire, en fait, ce que les médias indépendants font. Donc, c'est quand même assez intéressant. On est en train de sombrer dans un totalitarisme médiatique. Bien, en fait, moi, je pense que les médias, premièrement, ils ont fait zéro mea culpa de la crise COVID. Et ça, c'est très grave. Et je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils pensent vraiment qu'ils avaient raison et qu'ils n'ont pas eu tort et que tout ce qui sort, ce n'est pas factuel et... Si c'est ça, c'est très, très inquiétant. Ouais. Moi, je trouve ça encore plus inquiétant que quelqu'un qui sait qui fait de la propagande. Mais bon, ça dépend des opinions. Mais je pense que le modèle des médias traditionnels tire à sa fin. Là. Et là, le fait justement qu'ils parlent constamment de la lutte à la désinformation, comme quoi c'est important, c'est comme un diable dans l'eau bénite là, qui se démène, ou un animal qui est sur la faim là, et qui est coincé. Là. Donc, je pense que quelques années encore, peut-être une décennie, et puis le modèle traditionnel, je pense qu'il est déjà fini. Ce sera que de l'histoire ancienne. Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Julie. Merci, vraiment apprécié. Vous savez, on a parlé ce soir de manipulation des médias et le fait qu'ils façonnent les perceptions et dictent leur narratif en lien avec ceux qui les subventionnent, en l'occurrence, le gouvernement. Dans ce même ordre d'idée, je crois que les GAFAM sont aussi devenus le bras armé de la propagande officielle, façonnant l'opinion du public, censurant les voix dissidentes en faveur d'une élite politique.